Salut à tous et à toutes, ravi de vous retrouver pour cet autre numéro de Belles Lettres. C'est toujours un plaisir de partager avec vous quelques notes de lecture de ces ouvrages. Et comme vous le savez, notre dernier numéro, on vous avait présenté cet ouvrage intitulé Critique du scripturalisme à partir de Michel Foucault, L'homme est-il mort? Question mark, préface Émile Camonnier. Et l'auteur n'est d'autre que Dr Getty Michel, à la demande d'un internaute qui a réagi en disant que si on pouvait tant soit peu, réaliser une sorte de résumé d'un ouvrage qu'il aurait bien voulu lire, mais dont il ne trouve pas le temps. On a dit, OK, why not? Voici donc l'intitulé de cet ouvrage que vous pouvez d'ailleurs voir le visage, vous l'avez reconnu si vous êtes historien ou si vous êtes un journaliste assez averti ou bien même une personne qui s'intéresse à l'histoire du monde. Récemment encore, on célébrait la victoire des États-Unis lors de la Deuxième Guerre mondiale. L'ouvrage intitulé Mein Kampf, une histoire d'un livre. L'auteur n'est d'autre que Antoine Wittgen qui raconte ici l'histoire d'un livre. Alors, je vais me faire le plaisir de lire pour vous la biographie, la short biographie de Antoine. Premièrement, avant d'entrer dans le livre proprement dit, il est né en 1977. Antoine Wittgen est un journaliste, réalisateur, documentaire. Il a réalisé Mein Kampf, c'était écrit, diffusé à Arte en 2008, la chaîne que vous connaissez tous, au paysage audiovisuel feutré allemand. Il est également l'auteur d'un essai sur les théories du complot, les nouveaux imposteurs en 2005. Voilà ce qu'il faut savoir de Antoine Wittgen. Et maintenant, ce qui concerne l'ouvrage, la quatrième de couverture, nous le présente comme c'est un livre politique les plus vendus de tous les temps, un des plus terrifiants aussi, diffusé à 12 millions d'exemplaires en Allemagne, à des centaines de milliers dans une vingtaine de pays avant 1945. Mein Kampf se vend aujourd'hui encore dans le monde. Pourtant, l'histoire de ce brevet nazi devenu un best-seller planétaire est peu connu de tous. Sait-on vraiment comment Mein Kampf a-t-il été écrit, et pour quelle raison ce livre que je vais vous présenter aujourd'hui joue un rôle clé dans l'ascension de son auteur au pouvoir? Pourquoi Adolf Hitler il annonçait la plupart de ses crimes à venir, cette conspiration en plein jour n'a-t-elle pas consulté ou constitué un avertissement? S'interroge l'auteur. Pourquoi le Führer a-t-il tenté de dissimuler son ouvrage au regard du monde, au point d'en faire publier au faux en France? Cette enquête passionnante, rigoureuse, inédite mène le lecteur dans la cellule de la prison de Hitler, où il a rédigé son livre, au couloir du gouvernement Bavière aujourd'hui, de Paris d'avant-guerre aux librairies turques modernes, en passant par les milieux néo-nazis. Il permet, le livre, de comprendre pourquoi Mein Kampf, manifeste du nationalisme et de l'extrémisme, reste d'une actualité brûlante en ce début du XXIe siècle. Alors, l'ouvrage en lui-même va chercher dans les 305 pages avec un contenu assez explicite, comme l'auteur nous a d'ailleurs fait mentionner, avec bien évidemment des remerciements, des notes, une conclusion, mais aussi également la répartition des chapitres que vous pouvez, que je vais élucider pour vous ici. Le tout premier chapitre de cet ouvrage que j'ai pris le plaisir de lire et de mieux comprendre, c'est le chapitre 1 qui veut dire la fabrication du livre, et ainsi intitulé, où on s'est inspiré de Karl Mayer. Le second chapitre, dans la tête d'Adolf Hitler, pour comprendre le chef des nazis. Mein Kampf a été écrit par Antoine Wittgen, voilà. Et puis vous avez le chapitre 3, comment Mein Kampf fit le Führer, parce que c'est cet ouvrage qui a fait le Führer. Le chapitre 4, quant à lui, c'est le livre du Troisième Reich d'Allemagne. Et le chapitre 5, Mein Kampf parcourt le monde. On parle là où il a été édité. Il a été édité pratiquement en 12 langues, en russe, en portugais, en espagnol, en italien, en grec, et voilà, d'autres, j'en oublie certainement. Et bien évidemment aussi le chapitre 6, Mon combat, un livre français. Et le chapitre 7, l'orchestration française d'une mystification allemande. Le chapitre 8, la guerre en marche. Le chapitre... et enfin, une histoire sans fin, où l'on revient. 305 pages qui racontent les raisons qui ont poussé l'auteur à rédiger ce livre et les 7 leçons qu'il faut retenir de Mein Kampf, ça pour être plus fidèle
pour être plus fidèle aux écrits, je préfère lire. La première leçon, c'est la destinée de ce livre. Appel à accorder à l'attention aux projets politiques et fanatiques et violents, à ne jamais les sous-estimer, surtout quand ils sont rendus en public et en particulier lorsqu'ils sont portés par des hommes susceptibles de mettre ces projets en valeur. C'est la première des leçons qu'il faut retenir ici, c'est-à-dire à la page 289. Et la deuxième leçon qui entre dans la tension et la précédente, c'est le souvenir de Mein Kampf, la façon dont ce livre fut jadis tragiquement sous-estimé, n'est qu'un guide incertain de notre époque. Il ne faudrait pas un cadre de référence absolu. L'erreur contemporaine de ces années consista non seulement à l'ignorance d'un avertissement explicite, mais aussi à l'incapacité à comprendre la nouveauté incarnée par le nazisme. Et la leçon 3, c'est l'absence de réaction face à Mein Kampf qui relève moins de la méconnaissance du texte que d'un manque réel de volonté politique. C'est l'absence de réaction parce qu'on a laissé faire, l'ouvrage est paru et tout se retrouve dans l'ouvrage. Comment est-ce que Hitler a eu ses idées expérimentales sur les Juifs? Il y a des chapitres qui vous donnent carrément la chair de poule où on vous dit les ossements des Juifs étaient utilisés pour fabriquer de l'huile et du savon. Je vous assure, c'est des choses incroyables. Il menait des expériences dans des camps de concentration. Moi, j'ai eu l'opportunité de visiter un camp de concentration non loin de Hambourg, non loin partant de Bremenhaven, entre 2009, à partir de 2009, 2010, 2011, 2013, 2015, j'étais là-bas dans un camp de concentration. Le nom va me revenir certainement et puis je pourrais le laisser là en écrit. Mais sur place, quand vous êtes, même la nature vous fait comprendre qu'ici, qu'il y a des choses qui se sont passées qui sont c'est horrible. On cherche les mots parfois pour qualifier ces expériences qui ont été faites pour quelqu'un qui a été frustré et qui trouvait que les Juifs ont tout pris, et il continue d'ailleurs de le dire. La quatrième leçon, c'est la barbarie. La barbarie peut coexister aisément entre la démocratie la plus accomplie et celle qui préserve nullement la sauvagerie. Le nazisme s'est niché dans les failles de la démocratie en Allemagne et elle fut contemporaine du progrès des libertés fondamentales, du règne de la démocratie d'opinion ou de la reconnaissance des minorités religieuses. Hitler est issu de l'Allemagne démocratique des années 1930 et Mein Kampf est fondamentalement moderne, à rebours à ce que le confort intellectuel pourrait conduire à penser. Et la cinquième leçon, c'est l'antisémitisme radical exposé par le chef de l'Allemagne. 10 ans avant de parvenir au pouvoir, il a joué un rôle déterminant dans le crime des nazis. Voilà, Mein Kampf représente le trait d'union entre le Auschwitz et l'antisémitisme européen. La sixième leçon, c'est le paroxysme de la haine antisémitisme. Mein Kampf représente aussi la négation de la société démocratique, des libertés fondamentales, des lumières, du progressisme et du métissage, et de l'égalité entre les individus. La septième leçon, rien ne sert à interdire Mein Kampf, inutile de le tenir à distance ou de l'enfouir dans les tréfonds inconscients collectifs, quand bien même cela serait possible. Mein Kampf parmi nous, et parmi nous, ça encore là pour longtemps. Ce sont les propos de l'auteur, Antoine Vitkin. Et voilà. L'introduction, d'ailleurs, est marquée un best-seller oublié. Et j'aime bien ces propos avec lesquels il commence, et ceux de Günter Grass en crabe. Ça ne finit pas, ça ne finira jamais. Et c'est un ouvrage que certains d'entre vous devraient lire pour mieux comprendre un peu l'histoire, non seulement l'histoire non seulement géopolitique, l'histoire de l'Allemagne et pourquoi pas l'Europe, parce que ses ambitions ont amené l'Allemagne aujourd'hui, certes puissance économique, un pays que je maîtrise pour y avoir été entre 2009 et 2015, mais quand vous voulez comprendre, c'est un sujet dont personne ne veut évoquer, mais tout le monde en parle. On vous dit qu'il y a des gens qui ont toujours l'ouvrage qui est bien resté, ça a permis de sauver des vies, ceux qui présentaient qu'ils avaient l'ouvrage, ça a aussi permis également d'essayer de comprendre les gens, parce qu'à chaque fois que vous, imaginez-vous qu'à l'issue d'un mariage, on vous offrait un ouvrage et vous posez devant le portrait de Hitler. Donc il y a ce trauma, il y a ces choses-là. Et voilà, je vais un peu vous prendre cet extrait. Dans Mein Kampf, Hitler avait proposé la plupart des crimes à venir. Programme de la terreur, projet raciste, totalitaire, volonté affichée de dominer le monde. Ce ne fut jamais un livre obscur ou hermétique porté à la connaissance publique, vendu dès 1925 dans les librairies. Mein Kampf aurait-il pu
Aurait-il dû prévenir le monde de la menace de Hitler qui faisait courir l'humanité tout entière? S'interroge alors l'auteur. Cette interrogation taraudait le philosophe allemand Victor Klepperer, témoin impuissant de l'oppression nazie. Comment ce livre a-t-il pu être diffusé dans l'opinion publique et comment, malgré cela, a-t-on pu arriver au règne de Hitler alors que la Bible du nationalisme-socialisme circulait déjà dans les années avant la prise de pouvoir et cela restera toujours pour moi le plus grand mystère du Reich 3. La seconde question est-elle aussi plus troublante? Les idées contenues dans Mein Kampf sont-elles encore vivantes? Qu'est-ce qui est dans ce livre qui continue à se consumer? Mein Kampf contient-il réellement un poison comme le pensaient les soldats alliés à la fin de la libération voulurent le bannir à jamais? Ça, ce sont les interrogations de l'auteur de cet ouvrage que je vous recommande, que vous pouvez retrouver en librairie. Il est d'ailleurs très bien écrit et vous permet de mieux comprendre Mein Kampf. Si vous tombez dessus, vous allez mieux cerner pourquoi les auteurs renseignent à suffit à propos, pourquoi les auteurs apportent des éléments de réponse, pourquoi les auteurs comprennent que c'est quelque chose qui est une sonnette d'alarme. C'est avec ça que nous allons conclure ce résumé de ce Belles Lettres, cette autre sortie, et tout en vous promettant, s'il n'y a pas une autre réaction, que le prochain ouvrage sera bel et bien celui de Michel Guetti, intitulé alors Critique du culturalisme à partir de Michel Foucault, L'homme est-il mort, la préface d'Émile Camonnier. L'ouvrage, ils se comprennent. L'ouvrage va chercher dans les 250 pages. On vous promet de faire la note. Cette semaine, la formule, vous la connaissez déjà. Abonnez-vous en kiosque et e-kiosque pour ne rien manquer de l'actualité culturelle. Allez aussi sur notre site www.kpgevn.com pour là-bas lire tout ce que nous faisons. Ce numéro de Belles Lettres est dédié à une puissante dame qui a beaucoup œuvré pour l'art contemporain, qui nous a quittés. Nous avons une pensée pour elle. Elle était une artiste et elle restera toujours une artiste derrière son image. Et là, c'est avec ça qu'on se dit au revoir d'ici à là. Prenez soin de vous et retrouvons-nous pour un autre numéro. À très vite. Salut.